Bruno Gollnisch. Bonjour. Nous sommes en 2019, bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi, bonne année à ceux qui nous écoutent, nous écouteront. Et évidemment, je forme des vœux d'abord pour tous les concitoyens que j'ai la responsabilité de représenter avec mes collègues ici dans cette enceinte. Également pour que ces institutions arrêtent, si possible, leur dérive technocratique et mondialiste, qu'on en revienne à des choses plus raisonnables, à des projets partagés sur lesquels les citoyens soient enfin en mesure de mettre un coût et d'en mesurer les avantages, et que l'on cesse l'accumulation des règlements, des directives, des charges, des contraintes de toute nature dont malheureusement ces institutions ont pris le mauvais chemin. Je souhaite surtout à cet effet, bien sûr, qu'aux prochaines élections européennes, en mai de cette année, eh bien, il y ait une grande vague qui traduise le sursaut des peuples que l'on sent quand même monter un peu partout en Europe. Il en est un qui commence mal l'année cependant, c'est M. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, dont le maintien en détention a été confirmé par la justice japonaise il y a 2 jours. Vous avez pris position sur ce dossier, quelle est votre attitude aujourd'hui ? J'ai été très critique de M. Ghosn à certains égards, parce qu'il était un cost-killer dans à peu près tous les domaines, comme l'on dit, diminuant les coûts, licenciant beaucoup de monde, pressurant les sous-traitants, sauvant certes l'entreprise Nissan à ce prix très coûteux sur le plan social et sur le plan humain, mais il n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, un cost killer en ce qui concerne sa rétribution. Ceci étant dit, je suis très attaché, comme je l'ai toujours exprimé, à la présomption d'innocence. Je déplore son maintien en détention parce qu'il me semble qu'il aurait pu être maintenu sur le territoire japonais par la simple confiscation de son passeport et malgré tout se trouver dans des conditions beaucoup plus normales, beaucoup plus confortables pour préparer sa défense, ce à quoi il a droit, évidemment, comme tout un chacun. Mais vous vous rappelez que j'ai pris position, que j'ai dit qu'il fallait d'urgence une assemblée générale extraordinaire de la société Renault, dont je détiens un tout petit portefeuille d'actions, si on peut appeler un portefeuille qui doit valoir aux alentours aujourd'hui de 1500 €. Bon, il faut une assemblée générale. J'ai écrit dans ce sens à l'administrateur provisoire, M. Bolloré. J'attends sa réponse. Je rendrai publique cette lettre prochainement et je rendrai publique les initiatives que je compte prendre pour provoquer, soit avec l'accord de M. Bolloré et du conseil d'administration actuel, soit, si c'est nécessaire, en se passant de leur accord, cette assemblée générale. Je prendrai position prochainement là-dessus. Très bien. L'année 2019 commence également de manière quelque peu troublée en France, où les contestations des Gilets jaunes se poursuivent. Il y a encore eu des violences, il y a encore eu des manifestations. Tout ça a été très médiatisé. Et les Gilets jaunes ont trouvé des alliés chez vos amis politiques italiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que aussi bien M. Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles que notre ami Matteo Salvini de la Ligue, de la Lega, ont pris position à leur faveur. Je crois que c'est une réponse du berger à la bergère. M. Macron s'étant octroyé le droit de critiquer vivement les populistes, comme l'on dit, italiens, le gouvernement légitime quand même, gouvernement démocratiquement élu, résultant d'une majorité à la Chambre des députés italienne, ne l'oublions pas, et de critiquer notamment la position très ferme que M. Salvini a fait adopter sur l'immigration, par le refus de toute nouvelle immigration illégale, eh bien, ceux-ci, évidemment, s'offrent le luxe de profiter, en quelque sorte, de la situation délicate du chef de l'État français. C'est d'ailleurs aussi un peu ce qu'a fait le président Trump. C'est la réponse du berger à la bergère, peut-on dire. Alors, il y a eu des violences. Est-ce que vous condamnez les violences, Bruno Gollnisch ? Je condamne, je déplore les violences d'où qu'elles viennent, bien sûr. Mais il y a violence et violence. Je ne place pas tout à fait sur le même plan
la bande de voyous qui s'acharnait pour piller un magasin, avec la démonstration pourtant très largement commentée de cet ancien boxeur qui a chargé une escouade de gendarmes protégés quand même par leur casque, par leur bouclier, munis de matraques. Vous prenez ça à la légère, mais enfin, le bouclier du gendarme en question a 15 jours d'incapacité de travail. Je prends ça. Non, ce que je déplore, c'est que ce monsieur Dettinger, je crois, est, paraît-il, hein, sous réserve de vérification, s'il a piétiné un gendarme à terre, ça c'est très mal. Et c'est contraire non seulement à la loi, mais aussi aux règles du sport. En revanche, je vais vous surprendre, je vais peut-être vous choquer. Moi qui respecte profondément les forces de l'ordre, je dis il y a des risques du métier. Quand on s'engage dans les CRS ou quand on s'engage dans les gendarmes mobiles, on doit être capable, et on est capable, ils sont capables, ils l'ont montré, de faire face, y compris à ce genre de désordre. Bon, il n'y a quand même pas mort d'homme. Il y a quelques jours d'incapacité de travail. Bon, je vous ferai observer que chez les manifestants, je crois qu'il y a eu quand même 12 manifestants qui ont perdu un œil par suite de tirs de flashball. Qu'il y a eu une vieille dame qui est morte sans doute d'un arrêt cardiaque à la suite pour avoir assisté de son balcon au tir d'une grenade lancée contre les manifestants. Il y a eu beaucoup de choses comme cela. J'ai le souvenir que les manifestants, pour la plupart, quand même dans l'immense majorité extrêmement pacifique de la Manif pour tous, qui n'avaient pas éraflé la moindre vitrine de magasin, qui n'avaient pas touché le moindre essuie-glace de voiture, qui étaient assez respectueux dans leur immense majorité de la force publique, ont été traités à l'époque sur ordre du gouvernement de M. Hollande sans beaucoup de ménagement, et qu'on a aspergé de gaz lacrymogène d'innocentes ménagères poussant les landaux avec leur bébé. Alors, bon, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est pas bien d'utiliser, de pratiquer la violence. Mais enfin, écoutez, quand je vois quand même qu'on veut voter une loi nouvelle, alors que tout l'appareil législatif existe qui permet de les réprimer. Quand j'entends sur les ondes, en boucle, sur les chaînes d'information continue, sur BFM TV, commenter ce boxeur qui passez-moi l'expression, rentre dans l'art des gendarmes, comme si c'était l'affaire du siècle, et tout ça commenté gravement comme une atteinte épouvantable portée à la République, et notamment les commentaires scandalisés émanant de garçons que j'ai connus lançant des pavés ou des cocktails Molotov, ce que je ne faisais pas, moi j'étais déjà de l'autre côté, contre les policiers en mai 68, est devenu aujourd'hui des bourgeois respectables et nantis. Je crois qu'il y a de quoi rigoler. Puis quand on me parle des valeurs de la République, enfin la République, elle célèbre, quelle est la fête nationale de la République? C'est le 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'on commémore? On commémore une agression sauvage contre les forces de l'ordre qui défendent la Bastille, qui sont des anciens combattants invalides suisses. On leur dit ouvrez les portes, on ne vous fera aucun mal. C'est ce qu'ils font, et on coupe avec un couteau. Voilà, un apprenti charcutier décapite le gouverneur Launay, le prévôt des marchands Flessel, et on lynche un certain nombre de ces anciens combattants. Voilà ce que l'on célèbre, voilà les valeurs républicaines. Alors évidemment, quand les gosses apprennent ça depuis la maternelle jusqu'à l'université, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, ils s'en inspirent un petit peu. Voilà, c'est entré, on peut le regretter, dans nos gènes politique, et je ne suis pas étonné de voir que les dames gilets jaunes coiffent le bonnet phrygien dont Jean-Marie Le Pen, au cours d'une mémorable séance à l'Assemblée nationale le 10 octobre 87, avait rappelé à M. Toubon, puisque c'était aussi l'emblème du RPR à l'époque, du parti gaulliste, que ce bonnet phrygien était le bonnet de la section la plus sanglante des révolutionnaires, de la section des piques, et qui n'avait jamais été rouge que du sang des Français. Voilà. Alors, laissons les valeurs républicaines de côté et retrouvons la quiétude qui sied
aux contestations politiques. J'espère que cette contestation des Gilets jaunes se matérialisera sur le plan politique. Et à mon avis, quand même, si c'est le cas, il devrait se porter assez logiquement, je crois, sur les listes que nous présenterons aux électeurs. Il y a une contestation aussi, mais qui est positive, là, qui va se faire le 20 janvier à Paris. Vous soutenez cette démarche de la Marche pour la vie ? Mais oui, je la soutiens tout à fait. Mais voilà une manifestation parfaitement pacifique qui a lieu chaque année. Il n'y a absolument aucun trouble. Eh bien, les médias n'en parlent pas. De la même façon que les manifestations destinées à défendre le mariage ont réuni 1 million de personnes de façon parfaitement pacifique. On peut se demander cyniquement, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'ils cassent? Parce que s'ils avaient cassé, ils n'auraient pas été traités par le mépris comme ils l'ont été. Voilà, c'est navrant. Il est navrant qu'en France, tant que vous vous comportez justement dignement et pacifiquement, vous êtes traité par le mépris. Ben, c'est un peu la même chose en ce qui concerne cette manifestation pour le respect de la vie qui réunit chaque année 20 000 personnes et je la soutiens tout à fait. Elle aura lieu le 20 janvier à 13h30, rassemblement Porte Dauphine, pour ceux qui souhaiteraient y participer. Est-ce que vous trouvez que de façon générale, la question des gilets jaunes occupe trop le terrain médiatique? On parle trop de cela. Est-ce qu'il est temps pour vous de passer à autre chose? Non, mais qu'on parle des gilets jaunes, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est qu'on ne parle qu'en boucle, par exemple, que d'un incident comme celui de ce monsieur Dettinger, par exemple, de ce boxeur, dont ensuite le fait qu'il soit placé en garde à vue, etc., bon, c'est un événement national, et sur des chaînes comme d'information continue, comme BFM TV, eh bien, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, ça revient avec des commentaires de politologues, enfin, pour des événements quand même qui n'ont pas des incidents qui n'ont pas trait au fond du problème. Pareil pour l'affaire Benalla. C'est pas que je défende M. Benalla, mais que M. Benalla a gardé son passeport diplomatique. C'est pas bien. Ça sert à quoi un passeport diplomatique? Ça sert à passer plus vite les contrôles à la sortie de l'aéroport. Il n'avait pas besoin de ça puisqu'il était attendu avec la personne, l'homme d'affaires qui l'accompagnait, par des personnalités officielles. Bon, mais quel foin on en a fait. Moi, je ne vous cache pas qu'il me semble qu'il y a dans le monde des affaires beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes. En particulier, pour prendre quelques exemples, la rencontre qui a eu lieu hier entre la responsable, Madame Cécilia Malmström, la commissaire européenne de la concurrence, de la concurrence et du commerce extérieur, avec son homologue américain. Voilà, Monsieur Lighthizer, je crois. Ça me paraît quelque chose de très important. Il y a des enjeux considérables, comme le fait que la Commission européenne se soit opposée à la fusion entre Alstom et Siemens, sous prétexte que ça constitue un groupe en position dominante. La Commission européenne n'est pas chargée d'empêcher la constitution de groupes capables de rivaliser sur le plan mondial. Elle n'a pas encore rendu sa conclusion définitive. Elle doit le faire le 18 février, mais il voilà, semblerait que... Il semblerait que ce soit mal parti. Je pense que la situation en Inde, les élections présidentielles au Congo, où l'entretien qui a eu lieu entre le leader nord-coréen et son homologue chinois avant qu'il ne rencontre M. Trump sont des événements extrêmement importants qui vont conditionner aussi notre vie, notre situation, notre sécurité à nous, Français. Et je souhaiterais qu'on parle un peu plus de ces sujets-là que de sujets quand même anecdotiques. Alors, les Gilets jaunes en eux-mêmes, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un sujet anecdotique. Bien sûr, il mérite d'être commenté. Alors Bruno Gollnisch, finalement, que des mauvaises nouvelles? Nous sommes à Bruxelles. Écoutez, je vais terminer par une note plutôt positive qui pourra peut-être vous surprendre. J'ai été touché par le site d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Arthur, voilà, qui est belge, et qui cultive un petit lopin de terre qui fait 15 mètres carrés. Hein,
c'est minuscule. C'est pas Il en a grand. fait un potager et il en tire quantité, voilà, de citrouilles, de courges, de poireaux, de carottes, etc. C'est une merveille. Et il dit son émerveillement devant la nature et devant le fait que, comme le signale d'ailleurs l'Écriture, hein, une petite graine devient ensuite une plante imposante. Eh bien, voilà, je conseille, si l'on veut sourire un peu, d'aller voir le site du potager d'Arthur. Je crois que Où ça il y a de s'appelle très belles photos. le potager d'Arthur avec les photos de ses récoltes. Voilà, vive la vie. Merci Bruno Gollnisch.